Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi. On va commenter l'actualité avec aujourd'hui Kevin Bossuet, professeur d'histoire en Seine-Saint-Denis. Bonjour. Bonjour. Mathieu Alterman, journaliste et Bonjour. auteur. Vous avez publié Femme fatale aux éditions Quai des Brunes. Nouveau je le livre en rappelle. mars. Et un nouveau livre. Bon. Éric Verhaeghe, entrepreneur. Vous êtes fondateur du blog politique Le Courrier des Stratèges. Bonjour. Et Jean-Luc Benamias qui est avec nous depuis Marseille. Bonjour. Bonjour, Ça va bien Jean-Luc ? ça va, merci. Membre du Conseil économique, social et environnemental. Alors, une tribune pour la liberté d'expression ce matin dans une grande partie de vos journaux. On va y revenir évidemment, c'est un soutien à Charlie Hebdo. C'est une tribune qui a été lancée plus précisément par Charlie Hebdo après les menaces extrêmement concrètes contre plusieurs membres de la rédaction et en particulier contre Marika Brett qui est la DRH de Charlie Hebdo. Alors la liberté d'expression est-elle en danger? On en a un petit peu parlé hier, mais on peut y revenir. Congé de paternité allongé et obligatoire. On n'a que des hommes aujourd'hui, ça tombe bien. Et puis, faut-il reconfiner les personnes âgées dans les EHPAD? Le président de la République s'y est déclaré hostile. Néanmoins, certains disent que c'est indispensable. Donnez-nous votre avis. Alors, on commence avec notre petit tour de table. Mathieu, on va commencer avec vous. Coup de cœur, coup de gueule, ce qui a retenu votre attention. Mon coup de gueule, c'est une expérience personnelle. J'ai eu beaucoup de chance. J'étais à Ibiza la semaine dernière. Oh là là, je on tiens va à vous traiter préciser, de bobo. dans une zone où il n'y a pas de la personne. chance, c'est du privilège. Voilà, dans une zone où il n'y a personne Alors, autour de moi, je j'ai pas précise fait la pour ceux fête qui du vont tout. dire salaudriche que les vols sont en ce moment à 30 €. Oui. Pour de nombreuses destinations. Et les hôtels sont pas chers du tout. Simplement, je reviens à Orly, Ouais. où on nous contrôle les passeports, ce qui d'ailleurs, pour moi, je ne savais même pas qu'on contrôle les passeports dans l'espace Schengen. Enfin bon, voilà, c'est autre chose. Et il y a 2 contrôleurs et le mien n'a pas de masque. Et je lui dis, mais je comprends pas, monsieur, vous ne portez pas de masque? Et il me répond, si vous n'êtes pas content, vous n'avez qu'à vous faire contrôler par mon collègue. Voilà, et ce sont donc des gens qui sont censés donner l'exemple. Et moi, il y a une chose que je ressens aujourd'hui, c'est cette absence totale d'autorité dans notre pays, qui est même du fait de la police. Enfin, c'est quand même incroyable. Le type qui est fier de ne pas porter de masque et qui dit non, je refuse de la porter. Bon, j'ai fait une réclamation, évidemment. Oui. Je n'ai aucune réponse, rien. Et voilà. Et à côté de ça, on va embêter des gens quand ils sont mal garés pendant 5 minutes ou qui mangent un pain au chocolat sur la route. Ou que vous ne portez pas votre la personne, masque. la personne ne porte pas son masque alors qu'elle est chargée de faire les contrôles. Je trouve ça affligeant. Mais c'est vrai qu'il y a assez peu de contrôle aux aéroports. On a eu la semaine dernière un avocat qui nous a raconté à l'inverse que lui, il était allé faire un test Covid dont il avait besoin. Et le seul endroit, c'est à Orly pour l'avoir dans les 72 heures. Et qu'il y a 7 heures d'attente et que tout le monde est dans le même, dans une espèce de bouillon de culture. Si vous ne l'avez pas au départ, vous l'avez à la fin. Voilà, c'est un petit peu ça. Donc voilà, effectivement, on peut s'étonner sur ce genre de pratique. Un mot peut-être sur l'incohérence des pouvoirs publics. Pour avoir en effet vu de nombreux cas, alors, moi je n'ai pas les moyens d'aller à Ibiza, donc je prends le train. Et quand je vais dans les gares SNCF, je constate à Paris en tout cas que très régulièrement, les personnels chargés de l'ordre ou de la surveillance de la gare ne portent pas le masque non plus et généralement se livrent à des pratiques arbitraires vis-à-vis des usagers en expliquant que lui, en revanche, n'est pas soumis aux règles et qu'il n'y a personne pour remettre de l'ordre dans ce laxisme administratif que nous subissons. Tout le problème il est là, c'est qu'ils se sentent tout à fait libres de ne pas le porter. Oui, il y a aujourd'hui de l'arbitraire dans les pouvoirs publics et de l'incohérence. Et de l'arbitraire dans le service public. Et de l'incohérence. Jean-Luc Benamias, ça se passe comment à Marseille? Pas si mal que ça. Pas si mal. Moi, je trouve que les gens, je le dis régulièrement sur Sud Radio, je trouve que nos concitoyens sont assez sérieux. C'est le moins qu'on puisse dire. Après, les contradictions, on en parle régulièrement. On s'est bourré de contradictions, vous l'avez dit en introduction. On peut se réunir pour aller travailler, on peut se réunir dans les transports en collectif, mais on ne peut pas se réunir en famille. Tout ça est totalement contradictoire, mais ça n'est pas très nouveau. Depuis le début du Covid, on vit en pleine contradiction et l'État ne fait pas beaucoup d'efforts pour éviter ces contradictions. Kevin Bossuet. Le pire, c'est l'incohérence de cette mesure. Je veux dire, moi, je me suis fait reprendre par un policier parce que j'avais mis le masque sous le nez alors que j'étais tout seul dans la rue. Puis je passais devant notamment des terrasses où les gens étaient en train de boire et étaient en train de se cracher dessus. Évidemment, se refilait peut-être le Covid. Donc, à un moment, il faut être aussi un peu plus cohérent si on veut que les citoyens jouent le jeu jusqu'au bout. Alors, coup de cœur, Éric Verhaeghe. Oui, alors moi, j'ai un coup de cœur
pour la Cour de justice de l'Union européenne. C'est mon morceau de bravoure du matin, puisque c'est passé sous les radars, mais la Cour de justice a validé hier des dispositions prises par Anne Hidalgo. Vous voyez, je suis vraiment dans un jour de clémence. Valider des dispositions prises pour limiter l'emprise des Airbnb à Paris. Et donc les victimes de cette réglementation restrictive avaient expliqué que c'était contraire au principe de libre concurrence. Et la Cour de justice a admis que des maires pouvaient restreindre la place du Airbnb dans leur ville. Et je trouve que, alors sous certaines conditions, bien entendu, qu'on ne va pas énumérer ici parce que ça n'intéresse que très peu de gens, mais je trouve que c'est en tout cas, une fois de plus, cette manière de dire c'est la faute à l'Union européenne qui nous interdit de garder la maîtrise politique des opérations. Une fois de plus, l'Union européenne dit bah non, si vous voulez, vous faites. Et vous avez tout à fait la faculté, à un moment donné, de mener des politiques qui ne permettent pas de faire tout et n'importe quoi là où elles ont lieu. Oui, enfin, qui va décider Alors, la ville de Paris a mis en place une réglementation qui, en effet, oblige, pour aller vite, à chaque fois qu'on cède un logement en Airbnb, chaque fois qu'on le déclare en Airbnb, puisqu'il y a une déclaration obligatoire, on est obligé de compenser par l'achat d'une surface commerciale équivalente. Enfin, excusez-moi, mais on fait ce qu'on veut de ce qu'on achète, quoi. Enfin, il y a un moment. Alors, évidemment, il ne faut pas qu'il y ait trop d'abus. Mais je vais vous dire un truc dont on ne parle pas, c'est qu'aujourd'hui, si vous voulez vous loger de manière plutôt bon marché à Paris, il faut passer par un Airbnb parce que vu qu'ils n'ont aucun touriste depuis des mois, ils sont passés de la location hebdomadaire à la location mensuelle pour le même prix. Et vous avez tous les étudiants aujourd'hui qui avaient des logements insalubres, épouvantables, qui arrivent à se loger aujourd'hui pour le même prix dans des Airbnb qui sont nickel, avec Internet, des meubles, design, tout ça pour le même prix. Donc, je pense qu'il ne faut pas cracher complètement toujours sur Airbnb. Là, aujourd'hui, ça permet quand même, je vous dis, de vous loger pour moins cher. Alors, Kevin Bossuet, un coup de gueule. Donc, un coup de gueule contre le révisionnisme et le négationnisme historique qui sont de plus en plus présents dans la sphère médiatico-politique. Récemment, donc, il y a Hervé Ryssen, qui est un militant antisémite, un militant raciste, un militant d'extrême droite qui a été condamné après avoir prononcé des propos antisémites et des propos négationnistes. Mais tant mieux, on ne peut que s'en réjouir. Mais je crois qu'à travers cet exemple, on oublie que les négationnismes et le révisionnisme ne sont pas le monopole de l'extrême droite, puisque la gauche et l'extrême gauche également font dans le révisionnisme et le négationnisme. Je veux dire, il suffit d'écouter, d'aller dans les banlieues, de voir notamment des élus de gauche et surtout d'extrême gauche qui révisent la Shoah pour mieux surfer sur l'antisionisme qui n'est que le faux-nez de l'antisémitisme. Il suffit d'entendre cette gauche qui nous raconte qu'elle aurait libéré avec le général de Gaulle la France, alors que pendant que les communistes étaient les alliés de l'Allemagne nazie, les premiers résistants autour de Gaulle, c'était quand même des royalistes. Il suffit de voir... de lire les mémoires de Gaulle. Tout à fait. Il suffit de voir à quel point, notamment cette gauche, instrumentalise la question de l'esclavage et voudrait nous faire croire que ce n'est qu'un rapport de blancs qui domine les noirs, alors qu'on a vu qu'au cours de l'histoire, c'était aussi un rapport entre les populations noires, mais également entre les populations noires et les populations arabes. Bref, la gauche manipule l'histoire, falsifie l'histoire, et je dirais même qu'elle tente d'effacer notre histoire. Quand vous avez des gens de gauche, des indigénistes qui déboulonnent des statues comme Colbert, comme Churchill, comme De Gaulle, ou Jean-Luc Mélenchon qui souhaite déboulonner la statue de Saint-Louis, là on est véritablement dans un effacement de notre histoire. On a envie de détruire notre histoire, de détruire l'histoire d'un peuple, de détruire l'histoire d'une civilisation, et finalement de l'effacer pour mieux la remplacer comme les communistes l'ont fait, notamment au XXe siècle, dans les pays baltes, en Roumanie, etc. Je voudrais juste rajouter quelque chose. Ce n'est pas une tendance qu'on retrouve qu'en France. On retrouve la même chose aux États-Unis. Et il y a un article très drôle qui est paru la semaine dernière qui explique que non, Francis Ford Coppola ne pourrait plus faire le parrain aujourd'hui parce que ça stigmatise les Italiens et qu'après tout, on aurait pu mettre un peu de gens de minorité. Pourquoi ils seraient forcément dans la mafia? On aurait pu mettre dedans des profs, des machins. Et c'est très très drôle. Et cette dérive, finalement, fait qu'en France, on pique le pire des États-Unis sans ajouter les qualités qui sont ils vont assez loin déjà. L'histoire des Oscars où il va falloir qu'il y ait un quota de LGBT. C'est une question de moi. Une réaction, vous voyez sourire, Eric Verhaeghe. J'adore la bravoure, là encore, de Kevin. Moi, je suis plus nuancé, c'est-à-dire que je pense que assez peu de gens, spontanément, adhèrent à ce révisionnisme qui existe à gauche. Et je pense que ce révisionnisme, il est d'une façon ou d'une autre
imposée, ou en tout cas organisée, structurée. Et je reste persuadé que nous sommes face à une campagne d'opinion et d'influence dont on n'a pas encore tout dit. Et ça m'intéresserait quand même de savoir pourquoi, par exemple, aux États-Unis, qui pratiquent la discrimination positive depuis 40 ans. Les quotas aux États-Unis, ça existe depuis 40 ans. C'est un échec. Il y a toujours un sentiment, après 40 ans de discrimination positive, de racisme aux États-Unis. Pourquoi, malgré cet échec patent, aujourd'hui, il y a en effet des campagnes très structurées, très financées, très orchestrées, qui essayent de nous faire passer une pensée dominante qui est tout ça, c'est votre faute et vous êtes des méchants. Et c'est aussi parce que le peuple, je suis désolé, est de plus en plus inculte. Enfin, les gens n'ont plus les références historiques. Il faut voir la manière dont on enseigne l'histoire dans l'enseignement scolaire pour voir que finalement on ne fait plus tellement passer de connaissances et que les gens n'ont aucun repère historique, n'ont aucune chronologie. Donc forcément, ce projet d'effacer notre histoire en s'appuyant sur la base populaire, évidemment, est facilité. Jean-Luc Benamias. Kevin, tu as démarré très fort là. Parce que tu nous parles d'histoire, je sais que tu t'y connais, tu es prof d'histoire, mais enfin quand même, résumer les soutiens au général de Gaulle, aux royalistes, c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit, Jean-Luc. J'ai dit que les premiers résistants étaient des royalistes. Ce qui est vrai. Quelques résistants étaient des royalistes. Oui, mais les premiers. Non, Jean-Luc, les premiers résistants. Je vais trancher. De Gaulle dit dans ses mémoires qu'à Londres, il est entouré de royalistes et de juifs. C'est lui qui le dit. Bien sûr. Ne sont pas les royalistes. Excuse-moi. Mais si. C'est les premiers qui rejoignent le général de Gaulle. C'est ce que dit le général de Gaulle dans ses mémoires de guerre. Mais Jean-Luc, sur l'ensemble de la pensée de Kevin, c'est-à-dire sur ce qu'il appelle ce révisionnisme de l'histoire. Tous les communistes ne soutenaient pas l'accord entre évidemment le régime soviétique et le régime hitlérien. À partir du moment, c'est bien plus complexe que ça. Tout le monde le sait. Voilà. Donc moi après sur le révisionnisme général, je trouve qu'il faut faire attention. L'histoire est complexe, on le sait, notamment l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et l'histoire de la résistance. Elle est multiple, elle est complexe, et tout le monde s'y retrouvait, des royalistes jusqu'à l'extrême gauche. Donc clairement, arrêtons. Faut juste être un peu logique par rapport à tout cela. Effectivement, il existe dans une part de l'extrême gauche française ce qu'on appelle les indigénistes et autres, des positions qui sont absolument incohérentes et totalement inacceptables, mais ça n'est pas le cas général de l'exermo. Et donc attaquer régulièrement Jean-Luc Mélenchon me paraît à ce niveau-là totalement inutile, car si vous écoutez Jean-Luc Mélenchon dans un discours qu'il a fait cette semaine au Club de la Boétie sur la République, j'ai rarement trouvé plus logique que ce discours. Oui, enfin quand on retweet un tweet qui fait parler des morts, un dessin qui a le droit d'exister, on va parler de la liberté d'expression, mais quand Jean-Luc Mélenchon a fait l'éloge funèbre de Charb et qu'aujourd'hui il accuse Charlie Hebdo d'être fasciste et raciste, il a tort. Oui, il a tort. Voilà. Donc il est assez peu lisible et crédible dans ses propos. C'est ça qui est quand même assez choquant dans son comportement, et c'est ce que Marie Cabrette justement a dit. Elle l'a accusé nommément d'avoir fait le jeu des islamistes, de cet islam politique, par certaines de ses déclarations et certains de ses soutiens. Quand il va dans des manifestations où il côtoie des indigénistes et des gens qui remettent en cause tout ça, c'est pas très clair quand même. Clairement. Et quand il veut déboulonner la statue de Saint-Louis, il s'en prend très clairement à notre histoire nationale, il s'en prend à notre identité. Il lui reproche quoi, Saint-Louis ? Il serait antisémite parce qu'il aurait persécuté les Juifs, évidemment, ce qui est le cas, mais on ne peut pas résumer la figure de Saint-Louis à ça, c'est méconnaître complètement notre histoire et la déformer. Mais c'est ça. Et concernant les communistes, à partir du moment où on était communiste en France en 1939, en 1940, automatiquement on soutenait Staline, et Staline qui a fait une alliance notamment avec Hitler. Donc c'est la vérité historique. Je comprends que ça vous dérange, Jean-Luc, mais c'est pourtant cela, c'est le communisme avec ses 100 millions de morts. Je trouve que je dis simplement que vous schématisez par rapport à cela, et vous le savez très bien. Pas du tout. Vous schématisez. Alors, on va passer à votre coup de gueule, Jean-Luc. Votre coup de gueule. C'est un coup de gueule parce que on a eu un discours de la présidente de la Commission européenne, Mme von Leyen, la semaine dernière, sur on va changer le règlement de Dublin par rapport à l'accueil, par rapport au droit d'asile. Il est très difficile de gérer les migrants et les migrations, c'est le moins qu'on puisse dire, je l'affirme et je le dis. Mais alors, dire qu'on va changer, et quand vous écoutez ce qui s'est passé hier au niveau de l'Union européenne,
rien ne bouge, rien ne change. On laisse donc aux Grecs, on laisse donc aux Italiens le soin d'accueillir l'ensemble des migrants, et surtout, on continue à laisser à la Turquie le soin de gérer au gré de leur politique internationale ou de leur politique publique, le soin de gérer les migrants face à l'Union européenne. Je trouve ça absolument déplorable. Oui, non, c'est. On a mis la poussière sous le tapis, on a changé le tapis. En fait, c'est ça. Exactement. Et il y a de plus en plus, il faut le dire, de mineurs isolés qui arrivent en France et dont on ne sait pas quoi faire ni comment les gérer. On se retrouve dans un tout petit instant. On va revenir. Ah si, je voulais faire un appel au don du sang. Les réserves sont au plus bas depuis 10 ans. Allez-y, allez donner votre sang. N'ayez pas peur. Toutes les mesures sanitaires sont prises et le sang n'a jamais autant manqué qu'aujourd'hui. Et donc, si vous aviez l'habitude de donner, j'ai entendu ce matin le président je sais plus comment on dit, du truc du sang, du don du sang, voilà. Des établissements français du sang, voilà, du sang. Allez donner votre sang, c'est important, c'est urgent parce que les dons sont au plus bas. Quand il y a eu les attentats, tout le monde s'est mobilisé et retournez donner votre sang. Moi, je vais le faire dès que possible. On se retrouve dans un petit instant et on va parler du congé de paternité, de la liberté d'expression. À tout de suite sur Sud Radio. Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi. Tribune pour la liberté d'expression, une centaine d'organes de presse soutiennent une tribune publiée par un collectif à l'initiative de Riss, directeur de la publication de Charlie Hebdo. Donc des représentants des journaux sont réunis pour débattre des menaces qui pèsent sur la liberté d'expression. La liberté d'expression menacée puisque aujourd'hui on est passé de la haine sur les réseaux à la haine et à la violence physique avec des attaques, des menaces de mort très précises contre des membres de la rédaction de Charlie Hebdo avec Marie Cabrette, donc membre de la rédaction qui a été exfiltrée en 10 minutes de son domicile. On en est arrivé là, on en est là, on ne peut pas évoquer alors je vais dire les religions, en tout cas certaines religions sans être menacées de mort. Qui veut commencer je crois que Kevin, il est bien chaud. Il s'est déjà entraîné. Oui, en effet, il y a une liberté d'expression qui est dans notre société à géométrie variable. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire, ou du moins des choses, quand par exemple on est de droite, on ne peut pas dire, alors que la gauche peut se permettre tout. Mais moi je crois il y a Éric Zemmour qui aujourd'hui, c'est l'exemple qu'on va vous donner. D'accord, mais vous avez vu l'affaire de Valeurs Actuelles, vous avez bien vu que c'était à géométrie variable. Geoffroy Lejeune a eu des menaces de mort et personne en effet s'est ému notamment de ces menaces. Alors c'est quand même excessivement grave, tout simplement parce que Valeurs Actuelles est connoté à droite. Donc vous voyez bien le deux poids deux mesures. Et moi ce que je trouve en plus scandaleux, c'est même pas qu'on ne peut plus rien dire, c'est qu'on ne peut même plus s'affirmer tel que l'on est. Je veux dire, parce qu'il y a dans notre société notamment un totalitarisme islamiste qui est de plus en plus prégnant. Allez dans les banlieues, vous verrez que les homosexuels ne peuvent plus dire qu'ils sont homosexuels. Allez dans les banlieues et vous verrez que les juifs ne peuvent plus dire qu'ils sont juifs. Allez dans les banlieues et vous verrez que les musulmans qui ne font pas le ramadan ne peuvent pas dire qu'ils ne font pas le ramadan. Donc c'est plus que la liberté d'expression, c'est qu'on s'en prend à l'intégrité des gens et on s'en prend à la liberté de ce qu'ils sont. C'est ça qui est grave. Mais ça, est-ce qu'on est dans la liberté d'expression? Là, on est dans un racisme, dans une forme de liberté d'expression, parce que l'homosexuel ne peut plus dire qu'il est homosexuel, le juif ne peut plus dire qu'il est juif. Je voudrais juste apporter une petite nuance. Je pense que c'est pas le problème, c'est pas la liberté d'expression, c'est la liberté d'expression liée à la nuance. En fait, il n'y a plus aucune nuance. Et ça, ça vient du problème d'Internet. C'est Internet, vous êtes pour, ou vous êtes contre, ou vous êtes noir, ou vous êtes blanc, mais au milieu, si vous avez avoir un avis avec argumenté, ça n'existe plus. Donc, on en vient à du grand n'importe quoi. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, tout le monde peut dire ce qu'il veut n'importe où, dans n'importe quel canal, mais si vous êtes quelqu'un de modéré, vous expliquez que on dit ça, c'est pas bien parce que vous étayez par un exemple, vous êtes automatiquement suspect. Aujourd'hui, être modéré est devenu suspicieux, alors qu'être extrémiste, finalement, est devenu la norme, puisque ça correspond au code d'Internet. Et c'est ça, à mon avis, la chose la plus grave. Est-ce que c'est vraiment le débat aujourd'hui ? Parce que moi, il m'est arrivé plein de fois d'être d'accord avec des gens de droite ou avec des gens de gauche, et je suis plus critiqué que quelqu'un qui, en permanence, va tenir des propos haineux, parce qu'on va dire que c'est cohérent par rapport à sa ligne de lecture. Et c'est ça qui est grave. Ouais. Alors, moi, je vais recentrer un peu le débat sur la question de la liberté de la presse. Qui est un vrai sujet aujourd'hui. Alors d'abord, ma conviction personnelle, c'est que nous vivons une période de réaction bobo. C'est-à-dire que les bobos sont arrivés au pouvoir, on va dire cette espèce de bourgeoisie de gauche
pleine de bons sentiments en apparence, dans l'ostentation morale en permanence, est arrivée au pouvoir et a décidé de consolider son pouvoir en faisant taire les autres par tous les moyens, et notamment en durcissant tout ce qui est sanctions contre les dérapages éventuels sur la liberté de la presse. Mais ce phénomène n'est pas nouveau et il est à l'œuvre sous le radar depuis très longtemps, mais qui est une société de presse. Je constate quand même, comme tant de gens dans mon cas, que la menace permanente de « je vous attaque pour un oui, pour un non » en diffamation, notamment de la part des grands groupes, elle est une façon de restreindre la liberté de la presse. Et j'ai en tête quand même des cas de grosses rédactions où un certain nombre d'articles sont rédigés en présence d'un avocat et où l'obsession est de ne pas finir devant la 17e chambre à Paris. Et ça, c'est une restriction à la liberté de la presse qui est ancienne. Juste 2 secondes, il y a un élément où vous dites, en même temps, les titres de presse qui marchent le mieux sont ceux qui n'obéissent pas à ça. Oui, mais c'est bien le signe qu'il y a un problème aujourd'hui. Jean-Luc Benamias. Je trouve ça très excessif de parler. Moi, je reviens déjà à la tribune, qui est essentielle, signée par plus d'une centaine de rédactions. C'est très très bien. Il manque des rédactions quand même. D'ailleurs, je me pose des questions sur savoir pourquoi il en manque. Alors nous aussi, on s'est posé la question. Nos auditeurs le signalent aussi. Il n'y a pas Valeurs Actuelles, il n'y a pas Mediapart, il n'y a pas Causeur. On a nous envoyé un message ce matin au directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles. Ils n'étaient pas au courant de cette tribune. Ils n'ont pas été contactés. Donc on peut se poser la question effectivement de savoir pourquoi ces rédactions n'ont pas été contactées. Mediapart, ennemi principal de Charlie, mais après, pour revenir sur le thème de la liberté d'expression, je veux dire, globalement, Sud Radio, on est l'exemple parfait. La liberté d'expression sur Sud Radio, me semble-t-il, est à peu près totale. Ça se voit même dans le plateau d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on peut ne pas être d'accord, c'est le moins qu'on puisse dire sur un certain nombre de termes, notamment. Mais bon, l'expression est libre. Et je pense que Sud Radio n'est pas la seule radio, ni le seul média où l'expression est libre. Voilà. Moi, je voudrais revenir sur un des termes qui est mis dans le texte des rédactions. C'est le terme de blasphème. Je rappelle juste que le blasphème en République n'existe pas. Le blasphème existe dans certaines religions. Pas toutes, certaines religions. Mais le blasphème en République n'existe pas. Donc, clairement, c'est un vrai débat sur qu'est-ce qu'on a le droit de dire, qu'est-ce qu'on peut dire et tout ça. C'est vrai que j'ai entendu ce que venaient de dire mes collègues sur le fait qu'effectivement, parfois, les tribunaux s'occupent un peu trop de tout cela. C'est possible. C'est possible. Il y a parfois un peu trop d'agissements étonnants sur le fait de la liberté d'expression, mais je trouve que notre pays est quand même un pays où la liberté d'expression existe réellement. Oui, enfin, ce que dit, je vais citer la tribune, c'est tout l'édifice juridique élaboré pendant plus de 2 siècles pour protéger notre liberté d'expression qui est attaqué comme jamais, et cette fois par des idéologies totalitaires nouvelles prétendant parfois s'inspirer de textes religieux, parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ces menaces viennent principalement, menaces de mort en tout cas, de cet islam politique, de ces gens qui prônent et la chose la plus grave, il faut rappeler la chose la plus grave, il y a eu un sondage paru dans Charlie Hebdo il y a un mois qui montre que la jeunesse de notre pays est clairement pas pro-liberté d'expression. Au contraire, elle n'est pas progressive, cette jeunesse. On a une jeunesse conservatrice qui a des positions très fermées sur cette liberté d'expression. Jean-Luc, vous voulez rajouter quelque chose ? Dites les chiffres. Je les ai en tête, les chiffres de ce sondage. Dans la jeunesse, c'est vrai, il y a un problème, parce qu'il y en a 30 à 35% dans la jeunesse, chez les moins de 25 ans, qui disent ça. C'est 30 à 35%. C'est énorme. Mais c'est énorme. Mais c'est énorme. Mais c'est déjà important, mais c'est pas une majorité. Mais c'est énorme quand même. Oui, mais d'accord, mais Jean-Luc, il y a 20 ans, le chiffre, il était de 9%. Voilà, c'est ça le problème. Essaye de pondérer. Ben oui, mais 30%, c'est beaucoup. Mais pire que ça, je veux dire, mais c'est pas majoritaire, c'est pas la jeunesse en général. Il y a sur notre territoire des gens qui ne se reconnaissent pas dans l'esprit français, qui ne se reconnaissent pas dans les valeurs de la République. Il y a un sondage qui est sorti récemment dans l'IFOP qui montre que 60% des Français musulmans considèrent que les valeurs religieuses sont supérieures aux valeurs de la République. Donc par conséquent, ils ne peuvent pas admettre que dans une société démocratique, on critique le prophète, on représente le prophète Mahomet d'une certaine manière. Allez voir ce qui s'est passé
en 2015. Attendez. Allez voir ce qui s'est passé en 2015 dans nos salles de classe, où au moment où on a fait cette minute de silence national en hommage à Charlie Hebdo, il y a beaucoup d'élèves musulmans qui ont refusé de se lever. Et il y a eu notamment des incidents à cause de ça, tout simplement parce qu'ils n'admettaient pas qu'on puisse notamment soutenir des journalistes qui sont morts pour avoir caricaturé le prophète. La vérité, c'est que c'est là. Et quand j'entends la gauche dire qu'il n'y a plus de liberté d'expression, en fait, ce n'est que le fruit de son renoncement face à la montée de l'islam politique. Il est là le problème aujourd'hui en France. Arrête. Les débats existent tout autant à gauche qu'à droite, ou dans l'extrême droite ou dans l'extrême gauche. Alors, voilà, allons-y. Et je répète ici qu'il n'y a pas qu'une seule religion où le blasphème existe. Vous écoutez, il suffit, alors je vais pas me faire des copains dans une partie du protestantisme, mais enfin, c'est les évangéliques. C'est certaines sectes évangéliques, c'est aussi radical. Vous me citez des attentats produits au nom de l'Église évangélique. Le dernier attentat contre l'Église, c'était la dernière tentation du Christ en 88 au cinéma Saint-Michel. Chez M. Bolsonaro au Brésil, et vous verrez que les églises évangéliques ne sont pas non plus une partie des églises évangéliques, une partie des évangélistes. Mais vous répondez pas à ma question, Jean-Luc. Vous répondez pas à ma question et on tourne autour du pot sur cette question. Vous répondez pas à ma question. Au nom de qui on a commis des attentats? Mais on est d'accord, Valérie. Ok, je vais pas revenir là-dessus, bien évidemment. Une partie de l'islam, notamment les salafistes et les frères musulmans, sont dangereux pour la démocratie. Tout le monde le sait. Enfin, je trouve que le relativisme de Jean-Luc est quelque chose d'agaçant. Parce que quand on lit le Coran, il est vrai qu'une page sur 2 dans le Coran est un appel au meurtre ou la légitimation du meurtre au nom de Dieu. Dans les évangiles, il n'y a aucun appel au meurtre. Et donc dire, non mais toutes les religions se valent et toutes sont intolérantes, en réalité, il est vrai que l'islam et le Coran ne sont pas des appels à la paix. Oui, et la grande défaite idéologique... Pourquoi ? Ça a été... Le Coran a été écrit pendant des guerres. Donc si on ne rappelle pas ça, effectivement, et c'est ce qu'il faut rappeler, il faut le dire, c'est pas... gratuit, c'était le contexte de l'époque, ils étaient en guerre, donc forcément c'est un manuel de guerre. Il n'en reste pas moins que l'islam est porteuse d'une vision théocratique avec ce qu'on appelle d'orthopraxie, c'est-à-dire qu'elle impose un certain nombre de comportements au nom de Dieu, et qu'il n'est pas très compliqué quand on est musulman d'expliquer ce que j'entends moi dans mon quartier à Belleville. Allah décide de tout, ça ne sert à rien d'aller voter. Je l'entends chez des gamins de 20 ans. Et c'est le fait d'une éducation religieuse. Et donc, tant que nous ne dirons pas clairement que la République est exclusive de certaines religions, eh bien, nous serons confrontés à ces débats entre deux. On dit oui, mais tout est dans tout et inversement, et puis on ne peut rien faire. Il faut dire qu'aujourd'hui, moi, les jeunes musulmans que j'entends dans mon quartier à Paris disent... souvent, ça ne sert à rien d'aller voter, Allah décide de tout. Et c'est un problème. Oui, mais il faut rappeler qu'il y a 20 ans, c'était pas le cas. Il y a eu un durcissement, ça s'est empiré. Peut-être parce qu'une partie du monde musulman n'a pas su rentrer dans le monde moderne, du numérique, de la science, qui est le monde de l'avenir. C'est peut-être ça aussi. Juste une auditrice. Ne dites pas les jeunes musulmans, dites des jeunes musulmans. Je dis des jeunes musulmans. Des jeunes. Une auditrice nous fait remarquer, dit donc le droit au blasphème n'existe pas, prévenez Hanouna, car effectivement, il a dit sur son plateau, alors je précise que Canal+ a signé, C8, tout le groupe a signé la charte, enfin l'appel pour la liberté d'expression. Alors c'est son droit certainement, Cyril Hanouna, de dire ça. Il a dit c'est de la merde ce qu'a dit Mila, elle fait bien de se faire toute petite, je suis contre les blagues sur les religions. A-t-on besoin de mots comme ceux de Mila, de destins comme ceux de Charlie Hebdo qui mettent de l'huile sur le feu? Les propos de Cyril Hanouna sont inadmissibles et dangereux. Et moi j'ai travaillé pour, on le sait, sur C8, avec Mathieu Delormeau, pas avec Cyril Hanouna. Je suis très choqué, mais très choqué parce qu'il a dit lundi, il le fait uniquement parce que ça correspond à une partie de son public. Et le problème, c'est que tous ces gens, en fait, sont en train de saper tout le travail qu'on fait dans nos salles de classe, parce que Cyril Hanouna, il a une audience très importante chez les jeunes, et quand il dit ça, il ne nous facilite pas le travail, nous, hussards noirs de la République. Et le problème dans nos banlieues, c'est véritablement cette entrise, c'est-à-dire que nous, on tient à nos élèves un discours profondément républicain, et quand ils vont au club de foot, quand ils vont à la mosquée, quand ils vont dans les associations de quartier, on leur tient un tout autre discours, et souvent avec la bienveillance notamment de cette gauche qui fait de l'électoralisme notamment sur la montée de l'islamisme et qui fait de l'électoralisme sur l'antisionisme qui est le faute-nez de l'antisémitisme. Donc à un moment donné... Il y a eu des maires de droite qui ont fait la même chose. Aussi, à Drancy notamment, je suis parfaitement d'accord. Donc il faut que l'État véritablement retrouve son autorité et impose nos valeurs qui est les valeurs de la République. C'est ça qui doit tous nous unir. Alors menacer ou pas la liberté d'expression ?
Ah bah oui, aujourd'hui, il est évident qu'il je pense que beaucoup de patrons de presse, même des tout petits comme moi, sont en train de faire la liste des pays où installer leur rédaction pour éviter les poursuites judiciaires au maximum. Ça, c'est évident. Allez, on va marquer une pause. On va revenir sur l'annonce qui a été faite hier par Emmanuel Macron d'un congé de maternité allongé, de paternité allongé à 28 jours obligatoire. On en parle avec vous, 0826 300 300. Avec vous jusqu'à midi, vous retrouverez ensuite André Berkoff. L'Élysée a donc annoncé hier soir, et Emmanuel Macron devrait le confirmer aujourd'hui, lors d'un déplacement à Longjumeau dans une PMI, le congé de paternité, décidément, c'est vraiment un automatisme. Congé paternité va être allongé à 28 jours. Congé de naissance inclus, c'est 3 jours qui étaient attribués, alloués d'office. Ce sera en 2021. L'objectif, lutter contre les inégalités des destins à la racine. Ça fait partie des recommandations sur les 1000 premiers jours de la vie de l'enfant. Qu'en pensez-vous? Bonne chose, pas une bonne chose? Éric Verhaeghe. En plus, j'ai retenu qu'il allait être obligatoire. Oui, obligatoire. Mais oui, parce que les hommes ne prennent pas les congés paternité. Je trouve ça marrant parce que c'est des mesures gadgets qui font croire que ça permet de lutter contre les inégalités de destin, comme si accorder 28 jours de congé à la naissance d'un gamin, d'un bébé, ça allait changer le destin du bébé. Moi, sur le fond, l'idée ne me choque pas vraiment. Je sais que dans mon entreprise, c'est absolument impossible de la mettre en place. Et je me demande dans quelle mesure il y a encore une réflexion à la tête de ce pays. C'est-à-dire qu'on voit bien que les entreprises... ce n'est un mystère pour personne que nous sommes dans une crise extrêmement difficile, qui est une crise historique. C'est un moment où on a tous un problème de gestion, de commandes, etc., de main-d'œuvre. Et c'est ce moment qu'on choisit pour imposer des mesures venu de nulle part. Non, c'est pas venu dans tous les pays du monde. Ça existe appliqué du jour au lendemain. Et on nous dit, c'est comme ça, c'est pas autrement. Non mais, il ne faut pas dire ça. Ça existe chez la plupart de nos voisins européens. C'est pas un congé qui peut être pris en une seule fois. On peut le faire en plusieurs fois et l'aménager. Je veux dire, il y a bien des vacances aussi. C'est pas pour autant, on est dans une période difficile qu'on va plus donner de vacances aux gens. En plus, pourquoi les femmes devraient obligatoirement... Tous les pays ne sont pas à 35 heures. Tous les pays ne sont pas alors, il y a quand même des vacances. Des cotisations sociales qui représentent 100% du salaire. Non mais attendez, vous avez des entreprises comme Ubisoft ou L'Oréal, ils ont déjà aménagé la question. Ça va être effectivement plus compliqué pour l'été. Ça va être plus compliqué pour l'été. En effet, les grandes entreprises capitalisées sont favorisées. La petite entreprise française qui essaye de se développer, elle est pénalisée. Mais elle va s'adapter. Ce sont des mesures qui sont des mesures de soutien aux grandes entreprises capitalisées contre les petites entreprises françaises. Ces petites entreprises vont s'adapter. C'est pas. Vous n'arrivez pas en disant je vais prendre 20 jours de vacances. C'est pas comme ça que ça se passe. Ça s'aménage avec la hiérarchie. C'est en plusieurs fois. Et vous avez dit que ça ne compte pas dans le développement de l'enfant. C'est quand même Boris Cyrulnik qui est derrière l'affaire, qui est un professionnel qui connaît un peu le sujet, Boris Cyrulnik. Donc oui, je suis plutôt pour. Alors, il y avait 14 jours de possible pour les pères. On va passer à 28 jours, effectivement. Kevin? Écoutez, moi, je trouve ça très bien. La société évolue. Je veux dire, les femmes ne sont pas les seules à s'occuper des enfants. Je veux dire, il n'y a pas une fonction maternelle, il n'y a pas une fonction paternelle. Simplement, aujourd'hui, les femmes travaillent. Et pourquoi pas, les hommes ne pourraient pas rester chez eux à s'occuper notamment des tout-petits. Et en plus, on sait très bien que l'enfant a besoin de plusieurs personnes qui l'aiment. Dès sa construction, dès la base, il faut qu'il y ait un lien fusionnel aussi avec le père. C'est son avenir qui est évidemment mise en avant ici. Alors après, ça coûte peut-être un peu cher, mais moi je trouve que pour resserrer les liens familiaux, ça vaut le coup. Je veux bien qu'on mette 400, 500 millions sur la table. Quel est le lien entre les deux? En quoi le fait de faire payer aux entreprises 14 jours de congé de plus et la garantie que ces 14 jours de congé vont être utilisés par les pères pour s'occuper de leurs enfants et pas aller au golf ou au foot? Mais vous êtes un chef d'entreprise. En quoi le chef d'entreprise a pour fonction de s'occuper de la psychologie de ces enfants qui naissent? Alors un chef d'entreprise qui pense ça de ses salariés n'est pas un bon chef d'entreprise au niveau du management. Il n'a pas confiance dans ses salariés. Tu te les gardes. Non, il a pas à dire pour dire à ce moment-là. Mais non, vous n'avez pas à se dire qu'est-ce qui me prouve qu'il va aller au golf ou au tennis. Donc vous n'avez pas confiance en vos employés. Donc il y a un problème. Le travail, pas tous en même temps. C'est ridicule. Mais non, mais le travail n'est pas une fin en soi. C'est un moyen de gagner sa vie pour notamment vivre après. Je veux dire, ces pères de famille ont tout à fait le droit de connaître leurs enfants. Moi, je vois des enfants qui ont beaucoup souffert parce qu'ils n'ont jamais vu leur père. Il faut qu'on m'explique en quoi un père salarié
dans une entreprise n'a pas les moyens de connaître son enfant. Enfin, je veux dire, c'est hallucinant. Parce que dans les premières années de la vie, évidemment, c'est important d'être proche de son bébé. Tout se fait à ce moment-là. Et puis les femmes, souvent, sont complètement démunies. Elles sont complètement seules. Elles ont besoin d'un soutien qui soit à côté d'elles, notamment pour les aider. Mais est-ce que c'est pas un leurre pour le coup? C'est-à-dire que les riches, les éduqués, etc., n'auront pas de problème, et ceux qui sont déjà familles défaillantes, ça ne changera pas grand-chose. Évidemment que c'est un leurre, évidemment que c'est un gadget idéologique mis en avant par Emmanuel Macron pour montrer qu'il est super féministe et qu'il est dans le camp du bien. Mais je pense qu'à travers notamment cette communication politique, je pense quand même que ça peut être utile et qu'en effet, il faut aujourd'hui évoluer et dire que les femmes ne sont pas les seules à s'occuper de leur petit bébé à la naissance. Les pères doivent être présents. C'est un signal qui est envoyé. Jean-Luc Benamias. Bon, on peut polémiquer surtout. Oui. Non, mais c'est ce qu'on fait. On peut aussi préférer le chômage et la délocalisation. Ça fait 20 ans qu'on le fait, on continue. Voilà, c'est tout. Je m'excuse, je suis un peu loin, j'ai mis une tour Eiffel pour être proche. Elle est derrière. Bon, je suis un peu loin, donc j'essaie de m'exprimer convenablement, tranquillement. C'est une loi. 28 jours, c'est à peu près la moyenne européenne. Hein. C'est la moyenne dans l'Union européenne. Moi, je trouve ça très bien. Pourquoi obligatoire, Eric? Justement, tu l'as dit toi-même. Pourquoi c'est obligatoire? Parce que pour un certain nombre d'entreprises, c'est pas si simple que ça de dire aux mecs, vous allez prendre des jours de congé paternité. Et voilà. Et donc, j'entends ce que tu dis par rapport aux TPE, aux PME, complexité évidemment, mais globalement, je trouve que c'est une bonne proposition. Maintenant, ce qui m'étonne, encore une fois, c'est que c'est pas encore voté au Parlement, hein, ça passera dans les jours qui viennent. Je suis pas sûr que ce soit au président de la République d'affirmer un certain nombre de choses comme ça, moi. Je pense que c'est plutôt au Premier ministre et au gouvernement. Mais voilà, ce que je dis là, c'est pas pour polémiquer, c'est pour dire qu'à un moment donné, on se met dans les normes, on fait le travail. Et puis, je rappelle aussi qu'on est un des pays où les femmes travaillent le plus. Par rapport à beaucoup d'autres pays européens. Donc il y a un certain nombre de partages, notamment dans le fait de s'occuper des enfants à la naissance par rapport aux hommes. Je trouve ça bien. Ouais. Enfin, ce serait encore mieux si le gouvernement ne diminuait pas les aides fiscales en faveur des gardes d'enfants, parce que dans le même temps où on fait de l'affichage qui marche très bien chez les bobos parisiens qui trouvent ça génial, ceux qui ont besoin d'aide pour faire garder leurs enfants, ils ont des avantages fiscaux qui diminuent, les allocations familiales sont en permanence menacées et on est structurellement dans une politique familiale qui est sur le déclin. Alors moi justement je ne pense pas que ce soit un truc de bobo, justement c'est à destination des classes populaires, parce que les bobos ont les moyens de s'arrêter quelques mois parce qu'ils ont l'argent disponible, tandis que les milieux populaires ne peuvent pas s'arrêter quelques mois. Moi je vais souvent à la campagne, je retourne dans mes Ardennes natales et je vois à quel point c'est compliqué, notamment pour les pères de famille, de s'occuper de leurs enfants, parce que tout d'abord il y a un blocage idéologique, un blocage moral qui fait que le père n'a pas à s'occuper de son enfant, mais je crois qu'il faut sortir de là, et surtout ils n'ont pas les moyens de le faire, donc là permettre à tous ces pères de pouvoir prendre ces congés sans qu'ils aient l'obligation d'avoir l'autorisation du patron, parce que c'est un caractère obligatoire, moi je trouve ça très bien, c'est une avancée sociétale majeure. Au-delà de l'aspect financier, vous avez des familles où vous avez le grand-père, la grand-mère, le chauffeur, et vous avez des familles où il n'y a personne, où ils sont tout seuls, où les gens sont isolés. Et comment ils font ces gens-là? Bah voilà. Donc, ils ont besoin d'aide pour les gardes d'enfants, qu'on diminue dans le même temps. C'est pas incompatible. Oui, effectivement, moi je suis pour qu'on aide. Pourquoi on ne met pas l'accent sur l'aide aux gardes d'enfants? Et je crois qu'il ne faut pas avoir qu'une vision économique de la société. La société, ce n'est pas que de l'argent, ce n'est pas que de l'économie, c'est des liens sociaux, et c'est ça qu'aujourd'hui il faut préserver. Et revalorisation salariale, nous dit Mickaël, des assistantes maternelles. Effectivement, ce serait une très bonne chose. Parlons donc un peu du Covid, de la Covid, comme vous voulez. Est-ce qu'il faut reconfiner les personnes âgées dans les EHPAD? Le chef d'État, j'allais dire le chef d'EHPAD, on n'est pas encore un EHPAD. Le chef de l'État s'est rendu hier dans un EHPAD du Loir-et-Cher. Il veut à tout prix éviter un nouveau reconfinement de nos aînés. Il faut redoubler d'attention, c'est ce qu'il avait tweeté, mais c'est vrai que pour certains, il faut faire extrêmement attention à nos aînés, mais je pense que tout le monde est à peu près d'accord sur le sujet, que ce qui a été vécu pendant le confinement a été abominable pour nos aînés. Il s'est passé deux choses avec les EHPAD. Il y a eu une période où effectivement les personnes étaient totalement confinées, on ne pouvait pas aller les voir. Il y a eu un deuxième temps où on prenait rendez-vous pour aller voir nos aînés, et c'était encadré dans un ordre particulier. Puis à un moment, ils ont autorisé les visites à condition de porter le masque, et les visiteurs n'ont pas toujours porté le masque. Donc je pense qu'il faut revenir tout simplement. Oui, Jean-Luc. C'est des directions, pardon,
c'est les directions des EHPAD eux-mêmes qui décident dans ces cas-là. Hein. Moi, ma chère maman est en EHPAD, à Pantin, je ne le cache pas. Globalement, j'ai un droit de visite, comme mes frères et mes sœurs, pour aller voir ma mère. Je continue, et j'ai toujours continué à prendre rendez-vous, et c'est la direction de l'EHPAD qui décide. Si les EHPAD décident d'ouvrir complètement, je n'y crois pas, moi. Je pense qu'ils sont très sérieux. Et pour répondre à la question, je pense qu'il serait totalement honteux de dire à nos aînés qu'on ne peut pas aller les voir. Déjà, pendant 2 mois, ça a été abominable. C'est pour moi quelque chose d'absolument insensé. On ne peut pas refaire ce qu'on a fait il y a maintenant en mars et en avril. Donc, je fais confiance, moi, à la plupart des directions d'EHPAD pour gérer dans les règles sanitaires normales le fait qu'on puisse aller voir nos aînés sur rendez-vous. Je suis désolé. J'ai ma grand-mère. Moi, ma grand-mère est dans un EHPAD, parce que j'ai encore ma grand-mère, je suis beaucoup plus jeune que vous tous. Et quand je suis allé la voir il y a quelques mois, il y avait des vraies réglementations et ils ont vraiment assoupli juste au moment de l'été et ils reviennent sur cet assouplissement. C'est ça le problème. Il ne faut pas tout fermer ou tout ouvrir. Il faut aller au milieu, je pense. Oui, on est dans une dictature du sanitairement correct. On est prêt à sacrifier les liens sociaux et notamment les liens sociaux entre les générations sur l'autel d'un Covid qui ne tue pas beaucoup. Enfin, à un moment, il faut relativiser un petit peu les chiffres. Donc, d'un côté, on essaye de cloisonner notamment des aînés qui ont besoin de voir la jeunesse, qui ont besoin de voir du monde, sinon ils se tuent moralement. Et puis, de l'autre côté, on accuse une jeunesse, on la rend responsable du fait que le virus circule, alors que c'est cette jeunesse qui, justement, est en train de souffrir le plus au niveau du chômage, au niveau du manque d'éducation, qui souffre de cela. Et c'est ça qui est inacceptable. C'est pas faux de dire que c'est cette jeunesse qui, aujourd'hui, partout, pas qu'en France, à favoriser la... Non mais Valérie, vous avez été jeune et vous êtes encore jeune, mais quand vous avez 15 ans, 20 ans, 25 ans, vous avez envie de sortir, vous avez une autre vision des choses et je crois qu'il faut se mettre à la place des gens. C'est très compliqué pour ces jeunes de se dire je ne peux pas sortir, je ne peux pas aller en boîte de nuit, je ne peux pas boire un verre avec mes amis, c'est très dur et c'est aussi dur que les personnes la jeunesse. On a un auditeur, toujours Michael, qui dit depuis mars, rien n'a changé dans les EHPAD, la situation du personnel, et vous avez entièrement raison, des personnes âgées n'ont pas changé, manque de personnel, de protection, on fait de la com et rien ne change et c'est exactement ça. Moi aussi j'ai quelqu'un qui est en EHPAD et la situation est absolument lamentable. La directrice est désespérée en disant oui, j'ai des gens qui sont pas compétents mais je n'ai personne d'autre, c'est terrible, et elle dit je suis contente de partir à la retraite. Quand on voit qu'il y a une personne pour 3 étages, et quand le président effectivement hier se balade, fait des annonces, oui, la première des choses ce serait de revaloriser peut-être le salaire de ces gens-là, qu'il y ait plus de personnel. Comment faire pour que les familles puissent voir leurs proches si vous n'avez pas des gens qui peuvent les descendre, les emmener dehors, vous amener dans des conditions de... C'est pas possible. Pardon, Jean-Luc voulait réagir. Non, on est d'accord, Valérie. Mais je le dis aussi, je crois que selon les EHPAD, c'est différent. On a bien vu pendant la période du confinement généralisé que selon les lieux, selon les EHPAD, selon les directions, selon les maisons qui gèrent les EHPAD, les grandes boîtes qui gèrent les EHPAD, les choses étaient très différenciées. On ne peut pas faire il y a plein d'exemples très différenciés où des choses ont été bien gérées et des choses parfois très mal gérées. Oui, mais c'est pas une question de prix. Hein. Il y a des EHPAD très chers où c'est lamentable. Très chers où c'est lamentable et des EHPAD pas chers où les choses sont plutôt bien faites. Donc c'est très compliqué. Mais c'est vrai que cette question de fond, c'est celle-là. C'est de dire oui, c'est bien que le président dise on va pas reconfiner nos aînés, etc. Mais qu'il donne les moyens. Enfin, la vérité, on la dit pas. C'est qu'ils font un calcul en se disant dans chaque EHPAD on a tel nombre de morts par an. Mais si. Et ils se disent qu'au final, est-ce qu'ils vont plus mourir de l'EHPAD que d'autres choses? Et on le saura en mois de janvier quand on aura les décomptes. Non, mais moi, je crois qu'il y a en réalité, la réponse a été déjà adoptée par le Parlement, puisque on va créer une 5e branche de la sécurité sociale pour financer les EHPAD et notamment augmenter les moyens. Et on sait déjà que ça se traduira, là aussi, je vais rabâcher, par des augmentations de cotisations sociales qui feront un peu plus de chômage, puisque, évidemment, c'est humainement vachement bien et la société ne se réduit pas l'économie. Donc, petit à petit, on connaît les solutions. Ça va être petit à petit, chaque fois, d'expliquer, allez plutôt employer dans un autre pays, parce que chez nous, c'est trop cher. Michael a beaucoup d'humour. Il nous dit, il a quand même réussi à trouver une EHPAD, Macron, où les personnes âgées font du judo. Mais c'est où cette EHPAD qui a le temps de mettre des
des activités en place. C'est très doit être à juste Aulnay-sous-Bois ou et à très Corbeil-Essonnes. bien remarqué parce que, petite anecdote, entre guillemets, pas très drôle, mon beau-père qui est en EHPAD s'est retrouvé avec son lit qui est tombé, vous savez, les ressorts ont lâché, il s'est retrouvé à 30 cm du sol pendant 3 jours parce qu'il n'y avait personne pour venir réparer le lit. Donc le judo, effectivement... On est dans un EHPAD en plus cher, souvent, oui, bien sûr. C'est pas des choses bon marché, quoi. Donc voilà, et voilà. Et bien voilà, merci à vous. On se retrouve demain pour d'autres informations. Dans un instant, c'est André Berkoff qui sera avec vous dans tous ces états, comme tous les jours. Très bonne journée sur Sud Radio.